Joyeux Noël à tous, vous êtes bien sur Gabon 24. L'émission, c'est Multisport 24. Durant les 26 premières minutes, nous allons revenir sur le marathon de Libreville, mais également sur la préparation de l'équipe nationale, des difficultés qui ont rencontré les athlètes. On va en parler avec nous sur ce plateau le vice-président de la Fédération gabonaise d'athlétisme, M. Obama Essono. Merci d'être sur le plateau de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. On sait qu'on vous a déjà reçu une fois. Ça a été un plaisir. Voilà pourquoi on a tenu à ce que vous soyez encore là. Un plaisir partagé. Ah, c'est tout bien que nous, on aime entendre ce genre de mots. Et puis, un autre qui n'est plus à présenter, mais pour ceux qui suivent cette émission pour la première fois, je suis obligé de citer son nom. Jean-Claude Mounamo, qui est le directeur de publication du journal en ligne Gabon All Sport. Jean-Claude, merci une fois de plus d'honorer de votre présence sur ce plateau. C'est un plaisir, le temps de souhaiter également joyeuse fête de Noël à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Voilà, donc malheureusement, on n'a pas de petit cadeau à offrir aux téléspectateurs, mais nous allons parler du sport, de l'athlétisme notamment. On a souvent fait la part belle au football et souvent on nous a reproché cela, mais nous voulons également donner la chance à tout le monde de s'exprimer ici sur notre plateau. Et tout de suite, on parle du marathon, la 9e édition qui a lieu les 16 et 17 décembre dernier, une semaine après. On a réfléchi, on a essayé de faire le point de tout ce qui s'est passé. Jean-Claude Mounamo, tout de suite, quand on parle de cette 9e édition, est-ce qu'il y a quelque chose qui particulièrement vous a, de manière générale, qui vous a marqué? Bon, alors il faut dire quand même que cette 9e édition avait déjà beaucoup de particularités. La première particularité, c'est qu'elle devait avoir lieu les 2 ou les 3 et 4 décembre. Elle a été reportée. La deuxième particularité, c'est que pour la première fois depuis la création de cette compétition, on n'a pas vu une certaine fondation qui était au cœur également de cet événement. Je vais dire même le troisième élément, malheureusement, on a eu un peu moins d'inscrits compte tenu du contexte exactement que nous traversons à un moment donné. On s'est dit, bon, est-ce que c'est par rapport à tout cela qu'on a reporté? Est-ce que ça va vraiment donner les 20 000 inscrits qu'on a souvent eu pour cette course-là? Mais je pense que l'engouement, l'ambiance était la même. Ça aussi, il faut quand même le faire observer. Il y avait quand même du beau monde, Jean-Claude Mounamo, au sommet de l'État. On a quand même le chef du département sport, Paul Kessani, de la présidence de la République, qui a été de ce marathon. On a également le maire d'Akanda, on a le ministre de la Communication le également. Le vice-président de la République qui était quand même qui là. Était là. Donc, ça veut dire qu'il y a eu du beau monde, un cachet aussi particulier aussi pour... ils n'ont pas seulement été là en tant qu'assistants, ils ont pris part aux différentes courses qui ont été discutées lors de cette édition. Il faut quand même dire, là aussi, c'est un cachet particulier. Oui, s'il faut parler particulièrement de Paul Kessani, effectivement, c'est un sportif, c'est un ancien footballeur, un ancien capitaine des Panthères, je pense. Ça fait pas mal d'années quand même qu'il a rapproché les crampons. C'est le Panthère qui nous aurait étonné qu'il ne soit pas parti, qu'il ne fasse pas partie de la grande course, même si il a désormais des charges qui ne l'obligent pas, qui ne lui permettent pas d'être très en vue, mais au moins il a montré l'exemple. Et même quand nous avons visité le stand de la présidence de la République, on sentait quelque chose de nouveau. De particulier. Voilà, il y a eu un parfum particulier sur cette course. Un parfum de bonne odeur. Très bien, oui. VP, vice-président, alors dites-nous, avant que de rentrer directement sur ce qui vous concerne, donc la Fédération gabonaise de l'athlétisme, de manière générale, c'est une 9e édition à laquelle vous participez, parce qu'il faut rappeler, on l'avait déjà dit quand vous étiez sur ce plateau, vous avez souvent été mise à l'écart de l'organisation de ces différentes compétitions, de ces différentes courses à pied qui se sont déroulées au Gabon, que ce soit le marathon ou les 10 km de Port-Gentil, mais également de Massoukou. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué pour cette 9e édition du marathon du Gabon? Bon, vous savez, c'est une compétition que les Gabonais ont pris à cœur. Sauf que même cette édition, la fédération n'a pas été impliquée. Malgré
les sommations de la tutelle qui a provoqué des réunions. Les responsables d'Everest Gabon sont restés droit dans leurs bottes. Everest Media. Everest Media, pas Gabon. OK. Sont restés dans leurs bottes et de sorte que la fédération n'a été associée que pour les inscriptions. D'accord. Les inscriptions et puis pour accompagner les chronométreurs. D'accord. Dommage. Sinon, l'engouement au niveau du public y était. D'accord. Et pour commenter, il faut commenter ce que vous aviez vécu. Oui. Je vous dis que la fédération est incapable de vous dire quoi que ce soit au niveau organisationnel. D'accord, mais nous, on a quand même du mal à comprendre parce que il y a, si mes souvenirs sont bons, il y a 2 semaines en arrière, vous étiez déjà sur ce plateau. Ouais. Et en réalité, lors de votre passage sur ce plateau, c'était le président que nous attendions ici, mais vous l'avez représenté parce que le président était en discussion avec les organisateurs, donc Everest Media, mais également le ministre des Sports. Et selon ce que vous nous avez laissé entendre, il était question justement que ce problème soit mis au centre des discussions. Donc finalement, on est sorti de là avec rien. Vous savez, derrière, il était question que le conseiller juridique du ministre sorte un document qui faisait en sorte que le ministère sache ce qu'il doit faire, la fédération et Everest Media. Donc, c'est le lendemain qu'il fallait finaliser ces documents et signer. À partir de ce moment, les responsables de Everest Media ne venaient plus aux réunions. D'accord. Sous prétexte qu'ils sont pris par l'organisation. L'organisation Et puis, je vais vous surprendre. Allez-y, Dès qu'ils ont terminé, dès que la compétition est terminée, tout le monde a disparu. Le lendemain, il a disparu. Ils sont partis. Ils n'ont pas payé ceux qui ont procédé aux inscriptions. Ils n'ont pas payé la dette de la fédération. Et ils sont plus que clairs. Rassurez-nous quand même, cette fois, les athlètes ont eu leur cachet. Je vous dis qu'ils n'ont payé personne, même les athlètes. Et c'est quand même compliqué, Jean-Claude. Oui, je pense que, bon, je n'ai pas envie de dire que c'est choquant, mais je crois que... Je n'ai même pas non plus envie de dire que c'est du banditisme ou du voyoutisme, mais je pense qu'il va falloir quand même qu'on mette les choses dans l'ordre. C'est inadmissible qu'on ait payé les primes des professionnels des sciences qui sont venus hors du pays, mais ceux des podiums gabonais n'ont pas été payés. Et effectivement, et l'ensemble des prestataires autour. Voilà, et oui, effectivement, il faut dire ça, il faut le dire, qu'il y a un certain nombre de prestataires qui n'ont pas été payés. Moi, je regrette quand même de le dire ici, parce que le jour même après le vote, j'ai envie de dire après la course, le lendemain, je suis allé personnellement rencontrer M. Boutari parce que de temps en temps, une interview bilan de tout ce qui devait se faire. Boutari m'a dit que, bon, lui, il prend son vol ce soir. J'ai cru à un moment donné qu'il blaguait parce que je voyais tout l'arsenal financier qu'il fallait débloquer pour les prestataires et tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à cette compétition. Effectivement, samedi matin, je suis reparti au Palais des Sports, là où il y a leur QG. Je me suis rendu compte qu'effectivement, le gars, il m'a dit la vérité. Et je pense qu'il va falloir que ce problème des courses-là soit regardé de fond en comble et qu'on prenne la décision qui doit satisfaire tout le monde. D'accord, donc avant de revenir, oui, Président, juste avant de revenir, on va regarder ensemble cet élément qui, justement, revient sur la course en elle-même, et puis on se retrouve juste derrière. Neuf comme les 9 provinces, le marathon du Gabon, 9e édition, était tout un symbole à l'heure du départ de chaque course. La première phase, le samedi, les jeunes ont chaussé leurs baskets pour s'élancer sur un 1,5 km, un parcours à leur dimension. Avec cette course, ils ont ouvert le bal d'une série déjà ancrée dans un parcours devenu mythique. Au long de la course, on peut sentir l'engouement de ces kids, visiblement heureux de participer à cet événement.
À l'arrivée, beaucoup de fatigue, mais le courage qui les habitait les a aidés à se surpasser et à vaincre le 1,5 km. Après la Kids Run, le 3 km hommes et femmes, réservé aux amateurs, les coureurs ici se valent et peuvent se regarder dans les yeux et se défier sur un 3 km à portée de main. Le top est donné, les athlètes s'évadent de la ligne de départ. Après une course épuisante, le Français Louis Jonguez va s'imposer devant les Gabonais Makemba Ondoa et Fita Prince. Chez les filles, c'est encore une fois de plus le club du Prytanée militaire de Libreville qui occupe les 3 premières places. Gabriel Polo Onsaga, Gwenaël Samambourou et Megan Mengemosone. Après le 1,5 km et le 3 km, place à la gabonaise, la course réservée à la jante féminine du pays. Une course qui vise à rehausser l'image de la femme au Gabon. Le coup d'envoi est d'ailleurs donné par la première dame, Zita Oligingema. Sur leur chemin, de nombreuses femmes défient la distance de 5 km qui leur est réservée, chantant et épris de joie. Ici, le plus important, c'est de participer. La gabonaise est une course spéciale, mythique et met en lumière la femme. Une d'ailleurs se démarque sur cette course depuis de nombreuses années. Chansia Mimbale, la coureuse des forces armées gabonaises, est l'une des icônes de cette course. Aujourd'hui, elle atteint la ligne d'arrivée sans complexe et complète encore son palmarès, déjà très riche. Le lendemain, c'est une autre histoire de la 9e édition du marathon qui débute. Au menu, 3 courses, le 10 km, le semi-marathon et le 42 km, l'épreuve phare. Pas de soleil, les dieux du Gabon ont visiblement béni cette journée. Le coup d'envoi des 3 courses est donné au même moment. Ils sont des milliers à quitter la ligne de départ pour leur parcours respectif. La tâche est de taille en cette matinée couverte où la météo est clémente envers les coureurs. Pour le 10 km, Jesse Mouele Kodo rafle encore la mise. Le capitaine de l'équipe nationale du Gabon et maître incontesté de cette distance franchit la ligne en premier. Pour le 21 km, le semi-marathon, 3 Gabonais sont montés sur le podium. Il s'agit d'Arnaud Lemani, Cabral Mamika et Gaël Nzikou, agent de la garde républicaine mais engagé pour l'équipe nationale. Chez les femmes, l'Allemande Lara Gruben sort première. Pour la boucle, le 42 km, l'épreuve reine voit Daniel Yator franchir la ligne d'arrivée. Épuisé en 2h24 minutes et 1 seconde, il est suivi de ses compatriotes Vincent Kipiegon et William Kibor. Tous ont fini la course, non pas sur les pieds, mais dans les bras des secouristes. Même son de cloche chez les dames. Au moment de recevoir leur médaille, l'émotion pouvait se lire sur le visage de ceux qui ont reçu leur breloque, fiers d'avoir dompté une distance qui les a complètement rendus fébriles à la fin. C'est la preuve que le marathon du Gabon est vraiment la course la plus difficile du monde. Pour venir à bout de cette mer des courses pédestres au Gabon, la volonté seule ne suffit pas. Il faut s'armer de beaucoup de courage et d'abnégation. Voilà ce sujet de John Fitzgerald qui revenait sur justement la 9e édition, messieurs. Mais avant de regarder ce sujet, on était sur un point très important, notamment le comportement derrière des organisateurs qui était quand même blâmable. Est-ce qu'aujourd'hui, Président, juridiquement parlant, est-ce que la fédération a les moyens, je vais dire à la limite, peut-être porter plainte aux organisateurs de la compétition? La fédération, par le biais du président de la fédération, a saisi de façon officielle la tutelle. D'accord. On attend la réaction de la tutelle. Et je dis, dans toute organisation, après la manifestation, il doit y en avoir une réunion de synthèse. Oui. Au cours de cette réunion, on saura ce qui a été bien fait, moins bien fait, et ce qui n'a pas été fait du tout. Alors, malheureusement, cette réunion n'a pas eu lieu. Cette réunion n'a pas eu lieu. Il a pris ses clics et claques, il est parti. Et quand ce qui est choquant, quand le président Tati lui fait un texto, vous lui dites, mais c'est comment? C'est toi qui nous fixes rendez-vous. Aujourd'hui, on arrive, on dit que tu es parti. Vous savez la réponse? Non, alors dites-nous. Putain. Il dit, est-ce que je suis obligé de vous dire quand je voyage? Vous croyez que c'est poli? Non. Alors, ce n'est pas un tribunal, malheureusement, ici, sur le plateau de Gabon 24, mais quand même, Jean-Claude Nounamou, est-ce que cette manière de faire peut cacher quelque chose? Parce qu'il se dit, dans le couloir, il n'y a encore rien d'officiel, mais il se dit que cette compétition risquerait soit de disparaître ou que le contour même de l'organisation va être totalement revu. Selon vous, quelle analyse pouvez-vous faire de cette, on ne va pas parler de fuite, mais de ce comportement de M. Bottari? Oui, moi je pense que
il n'est pas question de mettre fin à cette compétition dans la mesure où c'est une compétition qui est déjà labellisée au niveau de la fédération internationale. Je pense que c'est quand même un honneur pour le Gabon d'avoir cette compétition, d'ailleurs la première en Afrique, il faut quand même le rappeler. Donc sur ce point, je pense que je suis de ceux qui pensent qu'il faut maintenir cette compétition, cette course. Alors sur tout autre plan, revoir tout le fonctionnement de cette compétition, c'est possible. Il y a certains qui ont même pensé qu'il fallait déjà reprendre l'organisation. Moi, je leur ai dit clairement que ce n'est pas le moment, parce que le transfert des compétences, ça devrait prendre 3, 4, 5 ans pour qu'on pense que nous pouvons déjà organiser nous-mêmes cette compétition. Mais il y a plutôt une autre éventualité que moi je proposerais si jamais cette situation persiste. Il va falloir faire un appel d'offres international pour l'organisation de cette compétition en Europe. Ils sont pleins, ils sont nombreux. Il suffit qu'ils aient le cahier de charges exact de la compétition. Je vous assure qu'on peut trouver un autre organisateur. Parce que vous voyez, ce qui est quand même assez regrettable, c'est que Everest Media, il y a à peine 2-3 mois, qu'il a organisé une compétition, ce même marathon au Sénégal, mais je vous assure qu'il s'est plié au cahier de charges du Sénégal. Alors, on ne comprend pas pourquoi, puisque c'est le Gabon, il veut faire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut. Non, je pense qu'il faut qu'une réflexion urgente d'ailleurs, une réflexion réaliste, une réflexion vraiment non complaisante soit faite sur l'ensemble de ces compétitions. D'accord, on espère justement, puisque la fédération a déjà saisi le ministère des Sports, on espère simplement que des solutions vont être trouvées pour éviter ce genre de situation qui en réalité ne grandissent personne. Messieurs, nous on va laisser M. Bottari et l'organisation autour du marathon. On va parler de la fédération, sinon des athlètes, puisque quelques jours avant le lancement de la 9e édition, nos équipes étaient allées en immersion où les athlètes gabonais se sont entraînés. Et là, il y avait quelques plaintes. Président, j'espère que vous aurez toutes les réponses aux questions qui vont être posées dans ce reportage que je vous propose de suivre. Réunis jeudi 13 décembre dernier à l'Institut national de la jeunesse et des sports, l'ensemble des athlètes de la sélection nationale d'athlétisme du Gabon et son entraîneur ont dénoncé des mauvaises conditions d'entraînement et d'équipement à leur endroit. C'est à partir du 11 lundi que je suis rentré en regroupement avec ces athlètes. Je suis ici depuis le 2. Je n'ai ni l'eau, ni vous-même, vous la presse, la visite, vous venez nous motiver, personne. Je suis avec les éléments ici, nuit et jour, matin et soir sous la pluie. C'est maintenant le 11 qu'on nous a mis au casernement. J'ai vu de l'eau, voilà, même la bouteille que j'ai amenée exprès, ça à partir du 11. Est-ce qu'en 6 jours, êtes-vous sûr? En 6 jours, je peux faire le miracle. Pour les athlètes, les conditions d'entraînement sont jugées précaires et ne favorisent pas une bonne préparation, en plus d'être inimaginables pour ces compétiteurs qui, plus est, censés représenter une nation au cours de compétitions de niveau international. C'est justement ce qui ressort de ces avis recueillis auprès de ces derniers. Nous avons quitté nos maisons depuis lundi, nos familles, notre confort, pour aller nous installer à l'hôtel. Et généralement, quand on dit à un athlète, tu quittes ta maison pour aller à l'hôtel, il faut que tu sois 2 ou 3 fois mieux que chez toi. Mais tu arrives à l'hôtel, c'est encore plus démuni que chez toi. Il faut comprendre qu'un athlète, quand on le récupère, on le sélectionne, il faut qu'on mette des moyens sur lui pour pouvoir préparer sa compétition. Faut-il le rappeler, les notions de performance et d'entraînement sont des phénomènes complexes composés de plusieurs aspects. Ils s'articulent autour de l'environnement social, de l'entraînement, de la préparation physique, psychologique, entre autres. L'entraînement, quant à lui, représente l'ensemble des procédés utilisés pour l'amélioration des qualités physiques, physiologiques, psychologiques, techniques et tactiques des athlètes. Si ceci n'est pas pris en compte, comment attendre des résultats conséquents de la part des athlètes ? Ces derniers ne sollicitent qu'une chose, des conditions de travail et de préparation idoines afin que l'athlétisme et l'ensemble de ses composants retrouvent la place qui leur est due.
Allez, vice-président, vous êtes avec nous. Heureusement, on a quelqu'un de la fédération sur ce plateau. Venez de suivre avec nous ce reportage. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous dites à ces athlètes? Enfin, pour moi, les athlètes ont raison de se plaindre, mais ils doivent savoir que c'est la première fois qu'ils sont pris en compte. Généralement, ils préparent les compétitions chez eux. Ils font la compétition chez eux. Le gouvernement ne nous a jamais accompagnés. Et qu'est-ce qui est arrivé quand on a fait le projet de budget au niveau de la tutelle? Les caisses étaient vides. Nous sommes en fin d'année budgétaire. Mais ils se sont battus, le directeur général de l'office, M. Loïc Kunda, avec le ministre des Sports, se sont battus pour trouver quelque chose. Sur le budget provisionnel, ils l'ont divisé en 3. D'accord. Donc vous comprenez que toute la difficulté était là. Et on ne pouvait pas avec... D'abord, ce n'est pas la fédération qui a payé les structures. C'est l'agence comptable qui allait à l'hôtel, qui a payé tout ce qu'il fallait. La fédération n'a pas encaissé cet argent. Mais pour nous, on a dit merci à la tutelle, puisque c'est un début. Mais ce qu'ils disent, le ministre l'a dit la dernière fois, il faut qu'on prépare la compétition. Et pour préparer la compétition, il faut que les athlètes soient mis dans les conditions de réaliser de bonnes performances. Qu'à cela ne tienne, le capitaine Jesse a battu son record. Donc, s'il est parti avec l'esprit patriotique, avec ses tripes, c'est avec ça, dans les mêmes conditions. Après, permettez-moi quand même de parler de Jesse, mais encore que le cas Jesse a été évoqué. C'est vrai qu'on n'a pas voulu exposer cette partie dans ce reportage, mais il a été clair. Le coach lui-même s'est plaint du fait que Jesse n'ait pas été associé aux autres. Il a été mis à l'écart. Il n'a pas passé, il n'était pas en regroupement au même endroit, au même hôtel que les autres athlètes. Peut-être que c'est aussi ça qui a joué en sa faveur. Oui, le cas de Jesse, oui. J'ai écouté l'entraîneur, j'ai écouté Jesse. Oui. Je leur ai dit, nous sommes à la preuve de compétition parce que l'athlète doit être le complice de son entraîneur. Justement. Mais si entre les deux, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut d'abord attendre la fin de la compétition et puis régler le souci. Oui, Jean-Claude Nunamo, oui, le problème tel que le pose le vice-président en charge des équipes nationales, c'est tout à fait pertinent. Mais il faut quand même reconnaître que Jesse travaille dans des conditions très particulières. Vraiment des conditions personnelles très particulières. Et je pense que c'est tout ce qui peut le motiver à ne pas venir s'entraîner avec les autres, connaissant déjà dans quelles conditions les autres s'entraînent. Moi, je pense que Jesse peut avoir raison de ne pas venir au casernement. Comme il peut avoir tort aussi, Jean-Claude Nunamo, parce qu'il faut quand même dire que c'est le capitaine de l'équipe nationale. Il a tort parce que c'est une équipe. Voilà. C'est une équipe. C'est tout à fait normal qu'il soit avec les autres, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils vivent ou ils se préparent. Mais je vous assure que Jesse travaille dans des conditions, des très bonnes conditions, à la limite des conditions. Il a des entraîneurs particuliers qui font que, vous voyez, tout à l'heure là, il a battu son propre record sans avoir été au regroupement. Moi, je me dis, est-ce que si Jesse était venu au regroupement avec les autres, est-ce qu'il aurait battu son record? C'est tout un débat, mais je pense quand même qu'il va falloir aussi, ce cas-là, regarder tous les contours. Peut-être que, bon, le ministre des Sports s'étant engagé formellement la main sur le cœur, que les choses vont changer dès 2024. Vice-président, alors dites-nous, alors qu'on va à la fin de cette première partie, il n'y a pas eu que du mauvais sur cette 9e édition. Est-ce qu'il y a des choses quand même qui ont été satisfaisantes, que ce soit Jesse qui a battu son record, mais également les autres athlètes qui étaient là, qui ont représenté la fédération et donc le pays? Non, je vous dis que ça a été la satisfaction de la fédération. Particulièrement de moi qui suis vice-président en charge des équipes nationales.
parce que les 3/4 des athlètes engagés ont battu leur record. Donc, en athlétisme, je le disais la dernière fois, l'objectif, c'est d'abord le temps, ton temps à toi. Quand tu bats ce temps, tu as fait une bonne course. Pour nous, les 3/4 des athlètes qu'on a engagés ont battu leur record. Nous ne pouvons qu'être satisfaits. Ouais. Alors, dites-nous, la 9e édition du Marathon du Gabon terminée, c'est quoi la suite? Est-ce que les athlètes vont retourner chez eux, chacun va faire son petit métier? Est-ce qu'il y a un programme qui a été mis en place pour préparer les prochaines compétitions? Est-ce qu'on va attendre forcément les compétitions au niveau national ou on se projette aussi à l'international? C'est quoi le projet pour la fédération? Et je voudrais rebondir par rapport à... Je venais de le lui demander tout à l'heure là. C'est une compétition qui prépare une compétition. Samedi prochain, il y a effectivement un marathon d'OIM qui est déjà en préparation. Est-ce que la fédération, c'est vrai qu'elle va crier, elle n'a pas de moyens, n'aurait pas pu réunir ces meilleurs athlètes pour prendre à cette compétition, étant entendu que c'est une compétition qui prépare une compétition, Monsieur le Président. Et puis, ça va être votre mot de fin. Je pense que effectivement, la compétition d'OIM peut-être nous a surpris. Il aurait été souhaitable que nos athlètes prennent part à cette compétition. Mais dommage. Mais j'ai discuté ce matin avec Jesse. Il m'a appelé. Il a commencé ses entraînements ce matin. Pour être présent, Jesse, oui, pour les compétitions futures. Oui. Jesse a un entraîneur kenyan, tu le sais. Il lui envoie les programmes que Jesse met en exécution. Bon, du coup, nous pensons que la prochaine compétition, c'est les 10 km de 3 frontières en mars. Donc, il a commencé les entraînements. Et nous, le président, d'ici 2 jours, va déposer au ministère les documents que le ministre nous a demandé. Et surtout le programme de préparation annuel. D'accord. Et nous sommes fiers et nous disons merci parce que le ministre a dit qu'ils ont signé des contrats avec le Maroc. Et moi, je connais un centre au Maroc qui se trouve à Azuru. Moi, j'étais personnellement avec le directeur technique. Un centre de très haut niveau. Si on peut souvent envoyer nos athlètes là-bas, c'est une bonne chose. Voilà, donc merci pour ce mot de fin. Merci également Jean-Claude Nounamo. Malheureusement, 26 minutes, ça passe très vite. On aura l'occasion encore de vous recevoir sur ce plateau pour parler de l'athlétisme. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes Jean-Claude Nounamo, le directeur de publication du journal en ligne Gabon All Sport. Avec nous sur ce plateau, il y avait le vice-président chargé des équipes nationales de la Fédération gabonaise d'athlétisme, M. Obama Essono. On se donne rendez-vous dans quelques secondes. Le temps pour nous de souffler un tout petit peu. Deuxième et dernière partie de votre émission de l'actualité sportive Multisport 24. Ils nous ont rejoints sur ce plateau 2 nouveaux invités avec qui nous allons parler du tournoi des écoles de foot, mais également des activités au niveau de la Ligue nationale la Ligue de l'SUR de basketball. Mike Doussengui, qui est un habitué, ce n'est pas la première fois. Merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Merci Gaël, merci à toute l'équipe de Gabon 24. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous et dans votre chaleureux plateau. Même si, à un moment donné, vous nous avez zappé, c'est pas grave, on est toujours ensemble. De toute façon, nos chemins vont toujours se croiser. C'est la même chose pour la Ligue de basketball de l'SUR. Jessica Bekale, qui est avec nous sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Bonsoir, monsieur Mapessi. Merci de me recevoir. Je vais bien, merci. Joyeux nouvelle à vous. Merci pareillement. Que jusque-là, les choses se passent bien. Super bien. On a peut-être suspendu le couvre-feu, mais ce n'est pas une raison pour faire la fête jusqu'à tard, dans la nuit, boire et puis rouler à 100 à l'heure. En tout cas, niveau Ligue de basket, ça nous arrange énormément. Ça vous arrange? Oui. D'accord. De toute façon, Mike, je me retourne directement vers vous. Oui. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler de cette compétition du tournoi des écoles de foot. C'est une première. Alors, dites-nous, de quoi s'agit-il exactement?
Alors, il faut dire, Gaël, qu'il s'agit de la première édition du tournoi des écoles de foot du Gabon. C'est la première fois que c'est créé ici dans notre pays. Et pour nous, l'objectif, c'est de pouvoir créer une compétition qui pourra mettre en jeu les jeunes enfants, les jeunes qui appartiennent aux écoles de foot du Gabon. Et d'ailleurs, ce sera durant la journée du 30 décembre. Et durant toute cette journée, les enfants vont se réunir, ils vont jouer une compétition de 9h à 18h dans laquelle ce sera la convivialité, l'hospitalité, la joie de se retrouver, surtout l'amour du football. Parce que n'oubliez pas, chez les enfants, c'est d'abord la passion qui doit primer. D'accord, on va revenir longuement au cours de cette émission. Alors, Jessica Bekale, présidente de la Ligue de basketball de l'Estuaire. Alors, dites-nous, vous également, les lignes bougent au niveau de la Ligue. Alors oui, nous avons commencé notre championnat il y a un peu plus de 2 semaines. Nous avons cette année 10 catégories qui vont compétir sur les différents terrains, les différents espaces de jeu. Pourquoi vous dites cette année? Est-ce que l'année dernière, il y avait moins? L'année dernière, on en avait 3 en moins et cette année, donc, on en a 10. Donc ça veut dire, voilà. D'accord. On a essayé de répondre au manque au niveau du basketball féminin, donc en créant la catégorie U19 féminin. On crée également... On pense toujours aux femmes. Une deuxième division pour les masculins, pour compenser un peu le manque de compétences des jeunes qui doivent aller en première division. Et on a pensé également à la tranche d'âge de plus de 35 ans, donc une catégorie vétéran appelée Terra, qui nous permettra également peut-être par rapport à cette catégorie d'attirer un peu plus de sponsors de notre côté. D'accord, messieurs. On va également parler de taekwondo, puisqu'il y a la Coupe de l'ambassadeur de la Corée qui arrive très rapidement. Et puis, heureusement pour nous, le directeur technique national nous a accordé un entretien. On regarde ensemble et puis on se retrouve derrière. Dans un premier temps, je tiens d'abord à féliciter, n'est-ce pas, le dynamisme managérial du président Denis Mbumba, qui, n'est-ce pas, lors de son passage au Mexique, a rencontré le secrétaire général de la Fédération mondiale. Et dans leur débat, il était question, n'est-ce pas, d'exhumer cette compétition qui, depuis 26 ans, n'a plus lieu au Gabon. Donc, la dernière édition, c'était en 1997. Et donc, les raisons... Je ne peux pas rentrer vraiment dans ça parce que plusieurs personnes auront des mots de tête. Donc, je préfère seulement dire que c'est une bonne chose que cette compétition puisse revenir pour, n'est-ce pas, tisser encore plus fort les relations de coopération en matière de taekwondo entre la Corée du Sud et le Gabon. Nous sommes dans l'organisation. Et pour le moment, tout se passe bien. Je puis dire aujourd'hui que certaines délégations de l'intérieur du pays sont fin prêts pour arriver. Ils sont attendus le 29 à Libreville. Et donc, nous allons continuer dès demain toutes les démarches sur le plan organisationnel pour que, à partir du 29, n'est-ce pas, nos activités commencent. Ce sont les catégories olympiques qui ont été retenues parce qu'on parle quand même d'exhumer une compétition et il n'était pas question pour nous de relancer maintenant les catégories mondiales. Donc voilà pourquoi on a arrêté les catégories olympiques pour minimiser un peu, le désordre. Donc nous allons relancer cette compétition avec les catégories olympiques. Donc 128 athlètes sont attendus pour 127 combats. Donc 8 finales et ensuite il y aura, n'est-ce pas, un refreshing des arbitres. Il y a une cinquantaine de ceux qui sont attendus le 29 au sorti de leur remise à niveau. 21, sinon 22 arbitres seront retenus pour officier la compétition. Voilà ce qu'il y avait à savoir sur le taekwondo. Moi, je reviens avec mes invités, notamment je me tourne vers Mike tout de suite. Vous avez parlé de cette compétition des écoles de foot. Déjà nous dire comment la sélection a été faite, ou bien a été faite, ou la compétition est ouverte à toutes les écoles de foot. Alors, à l'origine, il faut dire que la compétition a été destinée à toutes les équipes qui puissent exister dans le pays. Et puis, en réalité, il faut se dire qu'on a envoyé des invitations à la plupart des équipes qui existent déjà dans l'estuaire, puisque avec l'aide de nos sponsors, on a voulu que la compétition soit un peu plus grande. Malheureusement, on a une vingtaine qui ont répondu, notamment l'école de foot de Lambaréné, ce qu'on appelle l'école de foot de Makai Mangom, qui viendra. Et donc, on a retenu à la fin 20 équipes qui ont répondu favorablement à notre invitation.
On aurait voulu peut-être en faire plus, mais comme c'est une première édition, je vous l'ai dit, c'est une édition inaugurale. Pour nous, l'objectif, c'est d'abord de voir comment ça va se passer, connaître les réalités de l'organisation des compétitions chez les jeunes. Et à partir de là, pour la deuxième édition, certainement que nous aurons d'autres surprises. Alors, dites-nous, comment est née cette idée? À la genèse, il faut savoir que tout le monde sait, hein, dans toutes les disciplines, je pense qu'au basket, ils diront la même chose, c'est que l'importance dans une compétition, dans une discipline, c'est la formation. C'est la formation qui permet justement de renouveler les élites, de pouvoir avoir des joueurs de qualité. Et au football, malheureusement, on se rend compte que la plupart des jeunes ne jouent qu'à partir de 15 ans, notamment, comme on dit, les 15 ans, les minimes, les cadets et consorts. On ne regarde rarement les plus petits. Et donc, nous, on s'est dit, il y a des personnes qui donnent de leur temps, qui se sacrifient chaque jour pour former ces jeunes-là, notamment à travers des écoles de foot, qui ne sont pas souvent accompagnés par les autorités, malheureusement. Et donc, on s'est dit, on va organiser une compétition qui va mettre en avant ces jeunes. Et derrière, ce que nous, on pourra faire avec l'aide de nos sponsors, c'est de pouvoir recueillir du matériel, apporter notre connaissance dans le domaine pour pouvoir aider ces jeunes-là et ces clubs-là. Et pour nous aussi également, c'est de se dire, on ne va pas mettre de l'argent devant, mais le principal gain que ces équipes qui participent à cette compétition-là, ce sera beaucoup plus du matériel, des ballons, des plots, des chasubles et consorts. Pour nous, c'est ça l'intérêt de cette compétition. Donc l'objectif pour vous, en clair, c'est qu'avec vos différents sponsors, il serait question pour vous de, quand vous fournissez en matériel de sport, donc notamment les ballons et puis tout ce qui va avec, et à la fin de la compétition, les redistribuer aux différentes équipes qui ont pris part à la compétition. Exactement, c'est le problème principal que tous les formateurs rencontrent. Vous savez, chaque club, chaque personne au quartier a toujours besoin de ballon. Vous allez voir des clubs qui n'ont qu'un seul ballon pour 5, 6, pour 10 gamins, 15 gamins. Et avec ça, on ne peut pas atteindre les objectifs qu'on veut. Pour nous, le plus important, c'est de pouvoir aller chercher des niches où on peut trouver ce matériel-là, de pourquoi pas les emmener vers... En tout cas, on fera notre part. Je pense que dans notre pays, le problème aussi qu'on a, c'est que chacun veut donner des idées, mais rares sont celles qui vont sur le terrain pour pouvoir puiser quelque part avec son réseau de connaissances, avec son réseau de partenaires et pouvoir l'apporter là où on en a besoin. De toute façon, nous, on retient que l'argent n'est pas le principal objectif. Ah non, pas du tout. Chez les enfants, c'est la passion. Et donc, il faut pouvoir entretenir cette passion-là et pourquoi pas la développer. À partir de là, on aura une nouvelle graine de champions qu'on pourra avoir dans nos pays. De toute façon, tous contents de toute façon, on l'espère parce que ce qui est sûr à compter sur Gabon 24, on va être là le 31 pour voir comment le 30 décembre. Voilà, le 30 décembre. Voilà, on va être là le 30 décembre pour voir comment les choses vont se passer. Si Mike ou Freddy soutirent un peu des sous. Alors, Madame la Présidente, alors dites-nous, très souvent, moi j'aime à poser cette question parce que très souvent quand on parle de présidente de la Ligue de l'Estuaire, on a comme l'impression que l'Estuaire s'arrête au niveau de Libreville. Quels sont les projets pour Ntoum, par exemple? Alors, on a toujours eu des projets pour Ntoum, justement. Et malheureusement, nous n'avons pas pu les déployer par manque de moyens. D'accord. Voilà, parce que pour effectuer un déplacement, c'est toute une logistique qu'il y a à mener. Et si on va quelque part, c'est pour apporter quelque chose. Comme a dit M. Mike, on parle de formation et il faudrait bien amener le matériel qui puisse participer à la formation dans toutes ces zones reculées du pays. Et on espère peut-être qu'au terme de notre mandat, on pourra au moins faire cette action pour la zone de Ntoum. D'accord, de toute façon, on va revenir. Et le temps pour nous de regarder la stat de cette semaine et puis on se retrouve derrière. C'est Noël en NBA, le championnat américain, avec un plat de résistance. Troisième match du Christmas Day, Lakers Celtics représentent le plat principal d'un menu bien copieux. Une rencontre devenue un classique parmi les classiques, une rivalité légendaire qui va une nouvelle fois régaler à travers le monde les fans de ces deux équipes. Lakers Celtics durant le Christmas Day 2023 est une grosse plus-value pour la plus grande ligue de basketball au monde. Deux équipes qui restent sur une participation en finale de conférence et possèdent certains des meilleurs joueurs NBA. LeBron James et Anthony Davis représentent toujours l'un des duos les plus redoutables du circuit malgré les hauts et les bas que connaissent les Lakers cette saison. On l'a vu lors de In-Season Tournament, quand il y a de l'enjeu, les vainqueurs de la première coupe de la NBA ne sont pas de bons clients. L'équipe du Massachusetts est pour sa part l'une des meilleures formations cette saison avec Minnesota. Boston, qui compte 22 victoires pour 6 défaites, est une machine à jouer des deux côtés du terrain. Les Celtics possèdent certainement le meilleur 5 de toute la NBA avec un ratio de plus 19,6 points pour 100 possessions. Sachez que c'est seulement la troisième fois dans son histoire que la NBA programme un Lakers Celtics le jour de Noël.
Un chiffre bien bas quand on connaît la profondeur et le côté mythique de cette rivalité datant des années 60. Si le premier affrontement entre les deux équipes a eu lieu en 1970, quand les Lakers de Wilt Chamberlain et Jerry West dit le logo ont tapé les Celtics 123-113 dans le légendaire Forum de Los Angeles. Le second, beaucoup plus récent, c'était en 2008 avec Kobe Bryant et Pau Gasol qui ont pris le dessus sur le Big Three bostonien. Ce troisième acte est donc une nouvelle ère qui s'ouvre avec une nouvelle génération. Voilà, quand on parle de moyens, souvent on a ces difficultés-là. À chaque fois, on met en place des projets. Après, la difficulté des moyens survient toujours. Est-ce que quand on met en place ces projets-là, tout de suite, on ne réfléchit pas déjà sur comment on va faire pour avoir les moyens, pour arriver à faire voir le jour différents projets que l'on a à Madame la Présidente? Effectivement, déjà pour ne parler que de l'organisation du championnat de l'estuaire, on a des besoins. Et donc on a un manque en termes de ressources humaines, en termes de logistique et en termes de finances. Donc en termes de ressources humaines, on a besoin de plus de personnes qui puissent officier nos matchs, donc en termes d'arbitrage. Et en début de saison, on a initié une formation justement pour avoir le maximum de personnes disponibles. Quand on parle de logistique, on a des terrains qui sont peu praticables. On utilise par exemple le terrain de la base Socatra qui est déjà abîmé, pourtant rénové récemment par l'ONDC. On a dû injecter un financement pour la réparation ou la rénovation du terrain du lycée Pauline Ngonjo sur lequel on compétit actuellement. Et sans l'aide de nos partenaires comme la Business League, nous ne serons pas parvenus. Et bien sûr, les finances qui ne manquent jamais. On a besoin de moyens pour mettre en avant tous ces jeunes-là que nous entretenons tout au long du championnat, pour les mettre en lumière, comme a dit M. Mike. Nous, on maximise sur les petites catégories. Et cette saison, on veut vraiment les mettre en lumière parce que ce sont ces jeunes-là qui ont vraiment un potentiel. Et si on ne le montre pas et on ne les accompagne pas dans le développement de ces capacités-là, ben, les élites de demain sont à revoir. D'accord, rassurez-nous quand même, ce championnat de l'estuaire qui a débuté n'a pas que des équipes de Libreville. Si, malheureusement, il n'y a que des équipes de Libreville parce que faire déplacer des équipes de Ntoum, c'est coûteux. Voilà, et en termes de risque aussi, on n'est pas à l'abri d'un drame. Donc, pour ces zones-là, on a des projets bien spécifiques qui vont être déployés certainement ou encore être partagés aux discussions et voir dans quelle mesure possible ça peut être effectif. De toute façon, on vous suit à l'œil parce qu'il faut bien qu'on étende notre tente. Parce que quand on parle de l'estuaire, il n'y a pas seulement que Libreville. Alors Mike, moi je me retourne. Vous venez de parler de cette compétition au-delà des équipes qui sont au niveau de l'estuaire. On parle de l'estuaire. Il y a le Moyen-Ogooué. C'est une première édition. Est-ce que pour la suite, vous avez par exemple pour idée de délocaliser ce genre de tournoi? Ce serait quand même aussi intéressant d'aller à Fougamou, d'aller à Mouleng-Binza. Est-ce que ce ne serait pas bien? Ça ferait aussi vivre ces différentes villes qui parfois sont très oubliées. Non, ce qui est clair, c'est que le besoin, il est là. Franchement, au moment où on a lancé, on a nourri le projet, on a commencé à le mettre en forme. Le besoin, il est là. D'ailleurs, chaque jour, il y a des personnes qui nous écrivent de l'intérieur du pays. Et même sur place à Libreville, il a fallu faire le tri parce qu'il y a tellement des équipes, vous n'imaginez pas. Il y a des gens qui ne sont pas forcément des clubs légalement constitués, mais au quartier, ils animent, ils s'occupent des enfants et qui voulaient quand même pouvoir montrer le travail qu'ils font. Parce qu'en réalité, ce tournoi-là, l'ambition pour nous, c'est d'en faire une vitrine du football des jeunes, de telle sorte qu'avec le temps, chaque année, les responsables des équipes se disent on travaille pour pouvoir participer à ce tournoi-là. Vous savez, ailleurs, ça se fait. Le tournoi de Montaigu que tout le monde connaît en matière de football, le tournoi de Nice, le tournoi de... Voilà, dans plusieurs zones, les gens savent ce que c'est qu'organiser des tournois de zone ou des tournois nationaux. Parce que pour nous, le plus important, c'est de pouvoir créer un environnement dans lequel les enfants vont s'épanouir. Parce que, je vous l'ai dit, en catégorie de moins de 13 ans, moins de 12 ans, il y a souvent rarement des compétitions. Les enfants, c'est beaucoup plus de l'animation. Et puis, en fin d'année, ils n'ont pas un endroit où jauger le niveau, le travail qui est fait par les éducateurs et consorts. Et nous, vraiment, on a envie que ce travail qui est fait, parce que n'oubliez pas, chez les jeunes, c'est la passion qui anime, non seulement la passion pour ces jeunes qu'on veut transmettre, mais aussi la passion des différents éducateurs qui prennent de leur temps, qui prennent de leur argent, qui prennent tout de leur vie pour pouvoir faire en sorte que ces jeunes puissent progresser.
Et puis nous, on voit que l'élite, aujourd'hui, on voit des enfants qui viennent en équipe nationale. On est bien content de voir que tel a évolué, tel a un bon niveau, mais on oublie le travail de SAP qui est mené par chacun des formateurs. De toute façon, c'est tout le bien qu'on vous souhaite et puis on vous dit bon courage parce que ce n'est pas souvent facile, surtout quand on parle des plus petits et quand on se souvient de l'histoire Capello Gate. Est-ce que là également, des mesures ont été prises? Parce que les parents peuvent être réticents, envoyer leurs enfants. C'est vrai que c'est le temps d'une journée, mais en une journée, on peut faire beaucoup de choses à un enfant. C'est une question centrale. C'est une question centrale parce que je pense que du côté de la fédération, il y a un bureau d'éthique qui a été mis en place et à partir de là, ils travaillent avec la plupart des formateurs, des éducateurs. En réalité, nous ne sommes que des organisateurs. L'organisation qui est faite au sein des différents clubs, je pense qu'ils ont eu le temps de travailler avec les membres du conseil d'éthique de la fédération. Je pense que récemment même, le responsable de la fédération de l'éthique a eu une formation avec la FIFA. Et il est en train de faire des restitutions auprès de ces différents clubs-là. Nous, derrière, c'est une question centrale parce que la perte de confiance des parents est un gros frein au développement du football chez les jeunes. Et je pense que derrière, on espère tous aussi que ce problème puisse être totalement éloigné de nos terrains de football. Jessica Bekale, peut-être nous dire les difficultés, c'est quand même votre deuxième mandat à la tête de la Ligue. Quelles ont été les principales difficultés que vous rencontrez jusqu'à présent? Alors, des difficultés, il y en a toujours, comme celles que je vous ai présentées précédemment. Financièrement, matériellement, voilà. Donc, cette année, on a commencé assez timidement. On est en train de monter progressivement. Et cette semaine, d'ailleurs, à partir de demain, mardi 26 décembre, on a une semaine full game. On remercie déjà le CTRI pour la levée du coup-feu. Pas ce que ça veut dire. Alors, toute la journée, à partir de 14h, au niveau du lycée Pauline Gengé Godjou, on aura des matchs de basket, donc de mardi à samedi, et on invite le maximum de personnes à venir suivre de belles rencontres. Donc, nos difficultés aujourd'hui qui s'annoncent, je vais dire, l'année dernière, on a dû interrompre un peu notre championnat par rapport à l'organisation du championnat fédéral dénommé Youth Elite Basket. Et cette année, on espère vraiment ne pas retomber dans cette organisation qui nous a particulièrement lésés. J'ai entendu M. Mike parler de délocalisation, décentralisation. Malheureusement, on aurait souhaité que le championnat national soit un peu délocalisé, sinon jouer sur toute l'étendue du territoire. Malheureusement, il est organisé rien qu'à l'estuaire et dans notre championnat, ça cause vraiment un problème parce qu'on utilise les mêmes ressources en termes de moyens humains que la fédération. Et vraiment les installations? Les installations encore, ça peut, mais au niveau de la ressource humaine, on aura un gros manque étant donné que ce sont les mêmes arbitres qui officient les matchs et ça peut jouer sur nos compétitions Benjamin. Voilà, on espère vraiment trouver un terrain d'entente avec la fédération, à qui d'ailleurs on a adressé un courrier. On espère avoir un retour assez rapidement. D'accord, on espère également. Allez, nous, on va poursuivre avec les règles de sport de cette semaine. On regarde et puis on se retrouve derrière. Fight. Par ma technique et ma gestuelle, vous avez certainement reconnu la discipline. Il s'agit du Muay Thai. Cette discipline sportive pratiquée au Gabon est très appréciée par la jeunesse. Salut à tous et bienvenue dans ce numéro des règles de sport orienté côté Muay Thai. Pour en parler avec moi, Ernest Mbaondo et Lewis Gérald Mbabekui. Il est instructeur Muay Thai et fondateur de l'association éducative Le NAF Muay. Suivez-moi pour plus d'explications. Le Muay Thai est la forme pugilistique. Comme j'ai l'habitude de le rappeler, c'est la forme pugilistique du Muay Boran. Le Muay Boran est la version purement traditionnelle et originelle de ce qu'on appelle aujourd'hui Muay Thai. C'est un art martial exclusivement et typiquement militaire parce qu'il s'est développé en période de guerre lorsque le royaume de Siam, l'actuelle Thaïlande, était en guerre et en conflit permanent avec son voisin, la Birmanie. Alors Lewis, comment se pratique le Muay Thai en compétition? Explication. En compétition, il est difficile de déterminer la façon dont le Muay Thai se pratique parce qu'il y a plusieurs règlements. Il n'y a pas un seul règlement, quoique l'Organisation internationale de Muay Thai basée en Thaïlande ait un règlement. Néanmoins, chaque stadium, à l'exemple du stadium de Lumpini ou encore le stadium de Raja, chaque stadium a son règlement. Lorsque le Muay Thai a été internationalisé, chaque pays a développé son propre règlement en se basant
sur les différents règlements qui existent au niveau de la Thaïlande. Il n'y a rien de figé dans le Muay Thai. Tout dépend des fédérations, des organisations et des événements. Exemple, au Thai Fight, les choses sont différentes des autres événements et ça change encore en fonction des pays. Sinon, on a des rounds de 2 sur 3, à savoir 2 minutes pour 3 rounds. On a du 3 sur 3, 3 minutes, 3 rounds. On a du 3 sur 5, 3 minutes, 5 rounds. Les endroits où l'on peut frapper en Muay Thai, il y a le visage. On a là, cette partie du corps. On peut frapper soit là. On a aussi là on peut rentrer. Là, on a l'intérieur ici et l'extérieur des cuisses. On peut, là, on peut. Existe-t-il des parties interdites de frappe en Muay Thai? Explication. On ne frappe pas sur la gorge, on ne frappe pas aux parties génitales, on ne frappe pas à la nuque. Lorsque l'adversaire est dans ce sens-là, il n'est pas autorisé de frapper par l'arrière. Et aussi des endroits comme ici, on ne frappe pas à cet endroit-là. Alors Lewis, et qu'en est-il de la valeur des points? Explication. Très généralement, un coup de poing direct, il vaut un demi-point. Les deux là, les matrongs, valent 1 point. Les coups de jambes dans la cuisse qu'on appelle les low kicks, pam, ça vaut 1 point. Lorsque c'est au niveau des côtes qu'on appelle le middle, ça vaut 2 points. Les projections, ça vaut 2 points. Non, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, hey! Voilà qui est dit, voilà qui a été longuement expliqué. Nous espérons que le Muay Thai n'a plus de secret pour vous. On se dit au revoir pour un prochain numéro. Entre-temps, moi je retourne à l'entraînement. Voilà, Mike, on a pratiquement fait le tour de la question et de votre communication, et également Madame Jessica Bekale. Mais avant, Mike, dites-nous, peut-être nous rappeler les dates, les heures également, le lieu de la compétition. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le tournoi se passera le samedi 30 décembre au stade Nzayon et il se déroulera de 9h à 18h. Une compétition qui va mettre aux prises 20 équipes, donc 4 poules de 5 équipes. 20 équipes de l'estuaire, notamment des équipes de Ntoum, sont attendues également des équipes d'Akanda, avec une équipe qui viendra de Lambaréné. Un tournoi qui mettra en avant les enfants de moins de 13 ans. Et je pense que le public, on invite le public et les parents à venir massivement, parce que l'intérêt pour nous, c'est de mettre en avant le travail qui est fait par ces personnes de l'ombre-là, ces éducateurs qui préparent l'avenir du football de notre pays. Et donc, on vous invite nombreux à venir nombreux. Alors, dites-nous, permettez-moi de vous arracher quelques mots avant de terminer. Souvent, pour joindre l'utile à l'agréable, est-ce que chaque club devrait s'organiser ou bien l'organisation a prévu des jus, des stands où chacun pourra s'abreuver? Je me suis abstenu d'aborder ces questions-là pour ne pas justement faire de la publicité. Non, vous n'êtes pas obligé de les citer. Ce qui est certain, c'est qu'on a des partenaires qui s'occuperont pour la partie collation toute la journée, étant donné que c'est de 9h à 18h. Donc, il y aura des boissons, des rafraîchissements, des collations, quelque chose à manger. Il y aura des animations sur place, parce que n'oubliez pas, avec les enfants, il faut un côté festif et ludique, parce que derrière, on cherche à entretenir cette flamme-là avec les plus jeunes et surtout à créer de l'émulation. De toute façon, on est toujours dans la fièvre de fête, donc c'est normal qu'il y ait toutes ces animations-là. Exactement. Alors, Madame Jessica Bekale, on va, honneur aux femmes, on va terminer avec vous, peut-être un mot de fin, peut-être encore inviter, je ne sais pas, les amoureux du basketball. Ça, on n'y manquera jamais, donc on invite le maximum de personnes, surtout les parents, à venir regarder ces matchs. Ça permettra de voir en fait ce que font les enfants et comment se comporte également leur encadreur. Si vous pouvez apporter un pack d'eau, une orange ou une pomme pour les enfants, ce serait bien. Et peut-être que comme ça, l'engouement du basketball reprendra dans le cœur des habitants du pays.
Voilà, qui a dit merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes Mike Doussengui, vous êtes le coordonnateur général du tournoi de football des écoles de foot qui va se dérouler le 30 décembre au stade des Zion. Et puis à nos côtés, il y avait également Madame Jessica Oussamba qui est la présidente de la Ligue de l'Essuyère de basketball. Je ne me suis pas trompé parce que la dernière fois, j'avais parlé de football et vous étiez un peu fâché. J'espère que tout est dit. Merci d'avoir été sur le plateau de Gabon 24. Voilà, Multisport 24, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec des nouveaux invités certainement. Et puis, des nouvelles également du tournoi de foot des écoles. Voilà, merci. À vous, allez. Ciao, ciao.